Alors voilà un peu le corps de notre sujet. Bonjour à tous et toutes, puisque nous accueillons ce midi le professeur Hector Rodriguez, qui est d'abord passé par Erasme, mais qui maintenant est à Montgodin, Jean? Salut. À Saint-Luc. À Saint-Luc, avec en charge une partie importante de la microbiologie et en particulier un intérêt pour la résistance aux antibiotiques. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, on passe d'un parasite à d'autres agents infectieux, peut-être plus classiques. Voilà, Hector, tu peux partager ton écran. Et merci beaucoup pour l'accueil. Donc, désolé de ne pas pouvoir être présent actuellement in vivo. Donc, voilà, merci beaucoup. Donc, le sujet est vaste, mais c'est un sujet difficile et en même temps passionnant. Donc, nous allons parler un peu de la résistance et des nouvelles du front concernant la résistance. Je vais voir si j'arrive à faire passer les essais. Voilà, donc différentes définitions pour résistance en fonction de la personne qui est impliquée. Donc, le concept de résistance est tout à fait différent pour un pharmacien, microbiologiste, un chercheur ou un clinicien. Mais aujourd'hui, je vais simplifier les choses parce que je vais prendre une définition de Wikipédia dans le dictionnaire qui dit que l'effet de résister, c'est opposer une force à une autre force. Donc, je vais vous montrer un petit peu quel est ce jeu de force sur lesquels on se trouve actuellement. Donc, les premiers jeux de force sont sans doute les antibiotiques, qui depuis son introduction en clinique dans les années 40, ils ont vraiment bouleversé tout la médecine et ils ont donné un effet miracle qui a calé vraiment très fort jusqu'à nos jours, puisqu'il n'est pas complètement injustifié, puisque vous voyez ici que la mortalité dans la période pré-antibiotique et post-antibiotique a changé radicalement la médecine et a permis les progrès de la médecine telle qu'on la comprend actuellement. Alors, c'est important de connaître que cet effet miracle a vraiment pénétré à un niveau social. Donc, ici, vous avez la carte de la consommation antibiotique en 2018 en Europe. Et vous voyez comme la consommation d'antibiotiques continue à exploser et ça a explosé. Et donc, avec des concepts à niveau social qui sont quand même encore assez incroyables. Donc, plus de la moitié des Européens, ils pensent encore que les antibiotiques sont efficaces contre la lutte des virus, y compris 46% des Belges. Un tiers de la population belge a pris d'antibiotiques au cours des dernières années, parmi lesquels 19% ils disent qu'ils ont pris des antibiotiques pour guérir la grippe. En plus, la population européenne ne se sont pas trop concernés sur l'utilisation des antibiotiques dans la consommation animale, puisque quasi la moitié accepte ces consommations et un tiers de la population n'est pas conscient de qu'on a interdit cette utilisation dans l'élevage. Alors, c'est justement ça, c'est un problème que parmi toute la super consommation d'antibiotiques qu'on a maintenant, la plus grande partie n'est pas destinée à la consommation humaine, mais plutôt destinée à la consommation animale. Donc, en France, en 2018, il y a eu 728 tonnes d'antibiotiques qui ont été vendues, donc 471 étaient destinés à la santé animale. Sont encore utilisés dans beaucoup de pays comme éléments de grossissement, donc dans la pisciculture, dans la apiculture, dans l'agriculture. Et ces antibiotiques, en fait, ils vont être excrétés par les animaux sous forme active. Ils vont se retrouver après dans les composts qui va finir par nourrir l'écosystème. Donc, plus de 90% de la consommation d'antibiotiques en médecine primaire est destinée à des infections de voies respiratoires, comme vous savez, n'ont pas beaucoup d'effets. Donc, on estime qu'un tiers de ces antibiotiques ne sont pas nécessaires. Et de plus en plus, on a l'évidence de que ces antibiotiques, par contre, ils sont en train de produire beaucoup d'effets nocifs. Par exemple, ils sont liés actuellement, quand ils sont donnés dans les enfants, à la présence d'asthme et allergiques à 6 ans et les surpoids aussi des enfants, même si la mère n'est pas un surpoids, un peu comme ce qu'on obtient avec les porcelets. Donc, en plus, il augmente la sensibilité à différents pathogènes et de plus en plus, on les met en relation avec des maladies intestinales inflammatoires, des arthrites rhumatoïdes, des diabètes de type 1, même de l'atopie. Donc, dans ces contextes, il faut savoir que probablement la pression de ces antibiotiques est liée à des mauvaises indications, mais aussi parfois à une durée inadéquate, à des mauvaises doses. Même si les antibiotiques ne sont pas les seuls facteurs qui développent la résistance,
c'est clair qu'on a une relation directe entre la consommation d'antibiotiques et la prévalence de la résistance que vous voyez ici. Les pays qui plus consomment d'antibiotiques ont plus de prévalence de résistance bactérienne. Alors, donc, au cours de cette évolution, cette sous-consommation d'antibiotiques, malheureusement, l'industrie a arrêté de produire des antibiotiques. Donc, vous voyez comment depuis les années 80 jusqu'à 2018, le nombre de nouveaux antibiotiques qui sont mis dans les marchés a diminué. Donc, ces forces a diminué en nouveauté. Par contre, la force de la résistance a continué à monter. Donc, ce qui fait qu'actuellement, on se retrouve dans une situation complètement paradoxale sur lesquels on a des bactéries qu'on n'arrive pas à traiter parce qu'ils sont résistants à tous les antibiotiques qui existent dans le commerce. Donc, on estime que le coût social de cette résistance actuellement, ça vaut l'équivalent à le coût de la grippe, tuberculose et l'infection de l'VIH ensemble. On estime que plus de 30 000 décès en Europe chaque année sont dus à la résistance bactérienne et cette résistance est encore complètement hors contrôle dans les pays avec de faibles ressources. Donc, si les situations ne changent pas, les estimations disent que pour l'année 2050, il y aura plus de 10 millions de morts par des pathologies infectieuses qu'on ne pourra pas traiter, donc qui va dépasser largement la pathologie des cancers, donc avec un coût cumulé de plus de 100 trillions de dollars, un coût direct et indirect. Donc, pour cela, donc, comme vous savez, la résistance aux antibiotiques devient un problème majeur de santé publique qui nécessite des interventions. Dans ce contexte, en 2017, l'OMS a pris les rôles de déterminer quels sont les éléments sur lesquels il faut faire des actions directes afin de pouvoir promouvoir la recherche de nouveaux agents anti-infectieux et sont ce que vous avez ici dans les diapositives, donc notamment les entérobactéries productrices de carbapénémas, vous connaissez les acinetobactères baumannii multirésistants, mais aussi ça se concentre surtout sur ces 6 protagonistes que je vous mets ici, que c'est les Enterococcus faecium VRE, Staphylococcus doré MRSA, la multirésistance à Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas et les entérobactères. Donc, si on sait alors que parmi ces consommations d'antibiotiques en clinique, sont surtout les antibiotiques bêta-lactam qui sont les plus utilisés, et la résistance à ces antibiotiques, c'est un élément clé, un point énorme dans la résistance. Et cette résistance se fait souvent par la production des enzymes. Ce sont des enzymes qui vont pouvoir couper l'anneau bêta-lactam que vous voyez ici, qui est présent dans tous les antibiotiques de ces groupes. Une fois que l'anneau est coupé par une hydrolyse, donc l'antibiotique devient inefficace. Donc, très peu après de l'introduction des bêta-lactams en clinique, après dans les années 60, ce qu'on a découvert, ce sont ces enzymes placées dans des éléments mobiles, qui sont des plasmides, et qui pouvaient passer de bactéries à l'autre. Donc, on a commencé à observer des premiers échecs thérapeutiques cliniques ponctuels dans le traitement des méningites à Haemophilus ou Escherichia coli. Alors, après, on a développé les céphalosporines de deuxième, troisième génération qui ne pouvaient pas y passer ces effets. Et donc, la réponse à ces forces a été l'émergence d'abord des mutants de ces premières enzymes qui étaient capables d'hydrolyser tous les céphalosporines, sur la céfoxytine, témocilline et carbapénem, et qu'on les appelait bêta-lactamase spectre étendu. Et juste un peu plus tard, donc, on commence à développer les carbapénem pour traiter ces enzymes et on commence à voir émerger dans les années 90 les premières bactéries résistantes au carbapénem, tout au début par la hyperexpression des enzymes qui faisaient partie de son patrimoine chromosomique, combiné avec des effets d'imperméabilité. Et plus tard, comme vous savez, on se retrouve avec des carbapénémas qui en fait sont un peu l'évolution de ce type d'enzymes et qui vont couper aussi l'anneau bêta-lactam, mais présent dans tous les bêta-lactams. Alors, mais il faut savoir que cette résistance, ce n'est pas un phénomène nouveau. Donc, en fait, les antibiotiques sont des substances qui sont produites de façon naturelle. Donc, la présence de ces mécanismes de résistance sont des éléments qui vont aider aux bactéries à partager les niches où lesquelles se trouvent ces bactéries qui produisent ces antibiotiques. Et donc, on sait actuellement que même ils font partie des éléments fondamentaux de la vie microbienne. Donc, si vous regardez cette image ici, je vous ai mis la structure cristallographique des bêta-lactamases, des différentes classes de bêta-lactamases, et vous voyez comme ils ont exactement la même structure que les transpeptidases, qui en fait sont des enzymes
fondamentales pour la vie bactérienne parce que ce sont ceux qui vont pouvoir construire la paroi bactérienne. Donc, alors, on sait donc que ça fait partie de l'évolution naturelle des bactéries, mais qu'en plus, ce n'est pas dans l'hôpital où lesquels on va sélectionner ces résistances, mais qui sont dans les écosystèmes et là où se trouve la microbiote qui vont pouvoir se faire ces échanges et l'acquisition de ces résistances. Ça, c'est juste pour vous illustrer rapidement que la présence de ces multirésistances était déjà retrouvée dans des endroits vraiment très éloignés, donc, comme les parcs nationaux de Kenya, dans les singes, ou les forêts de Bornéo, les îles Galapagos, dans les iguanes et dans des animaux sauvages, bien avant, dès la découverte des premières bêta-lactamases à spectre étendu. Et on sait maintenant que cette résistance, par des études qui ont été faites dans les permafrosts, dans des lacs glaciers en Alaska, qu'ils ont au moins 30 000 années d'ancienneté. Donc, ça concerne surtout les gènes, par exemple, de la résistance à la vancomycine, les VAN-A. Il y a 30 000 années d'ancienneté. Donc, juste pour une petite estimation, l'homme, il venait à peine de descendre des arbres et on se trouvait encore à l'état de l'Homo erectus. Donc, même pour les carbapenènes, qui c'est le problème actuel, on sait que ces résistances deviennent de la nature. Donc, ces produits, les carbapenènes, c'est un antibiotique naturel produit par les Streptomyces, qui sont des énormes usines à production d'antibiotiques. Donc, vous voyez ici, qui produisent énormément de classes d'antibiotiques et que c'est le partage de ces niches avec ces Streptomyces, comme par exemple les bacillus, qui au cours de l'évolution ont permis à ces bactéries la capacité de résister à ces antibiotiques, de créer ces carbapenémases. Donc, le problème actuel, en fait, il vient pour la mobilisation de ces bactéries saprophytes qui se trouvent dans la nature, qui ont capté ces gènes de résistance et qui ont donné ces gènes de résistance à bactéries qui ont joué un rôle un peu intermédiaire, aussi saprophytes, comme Pseudomonas, Acinetobacter ou d'autres noms fermentants, et qui peuvent se retrouver dans les deux environnements, un environnement sauvage, dans l'écosystème, mais en même temps dans un environnement hospitalier. Et c'est ces bactéries qui ont donné, donc, par mobilisation, ces résistances à des bactéries qui les ont acquis et qui sont des pathogènes, comme vous connaissez, des pathogènes majeurs comme la Klebsiella et tous les autres entérobactériens. Donc, en fait, on se retrouve vraiment dans un problème de l'acquisition de ces résistances. Donc, il ne s'agit pas, au contraire, de la résistance qui est naturelle, qui est propre à une espèce bactérienne et qui la définit en tant qu'elle, mais plutôt la résistance qui est propre à l'individu isolé, une résistance qui a été transmise et qui est un phénomène plutôt évolutif, imprévisible et qui peut se retrouver dans de différents types d'éléments génétiques, comme ils sont les plasmides, mais aussi d'autres éléments transposants, intégrants, et qui vont permettre les passages de ces résistances entre différentes bactéries de la même espèce, des espèces différentes, et en même temps, un passage vertical au cours de sa descendance lors de la multiplication. Ce passage peut se faire à travers des phages spécialisés dans les bactéries qui peuvent capter ces éléments de résistance. Il peut se faire par contact direct entre les bactéries, c'est un mécanisme très efficace qu'on appelle conjugaison, ou bien directement par capter ces éléments de résistance à partir de l'environnement. Alors là-dedans, les antibiotiques ils jouent un rôle très important parce qu'ils vont faciliter d'un côté la mutation, l'émergence de nouvelles résistances, mais aussi ils vont sélectionner les bactéries qui ont pris ces éléments de résistance et stimuler les échanges entre les bactéries. Donc c'est surtout ces éléments de résistance captés par des plasmides. Donc en fait, un plasmide, c'est une séquence génétique qui ne se retrouve pas insérée dans les chromosomes et qui est capable de passer de bactérie à bactérie. Donc une bactérie va fonctionner comme un mâle et il va lancer un pili sexuel et l'autre bactérie va fonctionner comme receveuse, comme une femelle, et sur laquelle la bactérie mâle va copier ces informations avant de les transférer à la bactérie receveuse. Et dans ces informations, en fait, il ne vient pas seulement un seul élément isolé de résistance, mais il peut passer toute une série d'informations qui concernent des activités métaboliques qui vont les permettre de s'adapter à changement de température, à changement d'atmosphère, à l'adaptation au niveau de la microbiote.
il peut contenir des éléments de virulence comme les désadécines qui vont les permettre de s'accrocher à différents épithéliums au cours du corps, et des éléments de toxicité et bien sûr, multitude d'éléments de résistance. Ces éléments de résistance, ils sont transmis aussi par d'autres éléments génétiques plus complexes, comme sont les intégrons, qui fonctionnent comme une espèce d'aimant qui vont capter différents gènes de résistance. Ils vont les ajouter comme une espèce de petits trains. Donc, l'intégron fonctionne comme la locomotive et les différents cassettes de résistance, ils vont s'insérer. Donc, les trains peuvent s'éloigner pour certaines espèces jusqu'à 12 gènes de résistance et qu'à la fois, ils vont se placer dans d'autres éléments génétiques qui permettent de sauter ces trains du chromosome à des plasmides pour se transférer finalement de façon verticale ou de façon horizontale. En plus, il y a une stratégie très intéressante dans tout ce montage de résistance, c'est que les uns ils vont s'insérer au cours des autres. Donc, ce que moi je représente ici un peu à l'effet des poupées russes. Et ces insertions des éléments de résistance dans les autres, il va faciliter la co-résistance à multitude d'antibiotiques, mais en même temps la co-expression de ces résistances, mais aussi la co-sélection. Donc, ce n'est pas parce que vous ne traitez pas avec les carbapénènes, qui peut être ces cassettes, mais que si cette poupée russe contient la résistance du Bactrim et vous traitez avec du Bactrim, vous allez sélectionner l'ensemble de ces résistances. Alors, donc, étant donné ces jeux de force, mais où est-ce qu'on est actuellement des côtés bactériens? Alors, quelles sont les nouvelles de front des côtés bactériens? Donc, pour certains pathogènes, comme les MRSA, que vous savez que c'était un pathogène majeur pendant des années 80-90, les nouvelles sont plutôt bonnes. Donc, au cours des dernières décennies, donc, on observe une diminution de la prévalence des MRSA au sein de l'espèce et qui constitue clairement une amélioration progressive et constante. Donc, à niveau de la Belgique, cette progression à la diminution de la résistance est constante et on se situe actuellement avec une prévalence d'environ 6%, ce qui suit la tendance un peu mondiale, mais aussi européenne, sauf que nous nous sommes mieux placés comme dans les pays de notre entourage, la France, l'Hollande et le Luxembourg, que vous voyez ici avec la ligne rouge, et on se retrouve à la moitié des prévalences de résistance des niveaux européens. Une des causes de ce succès a été l'implémentation des recommandations au niveau national, mais aussi des campagnes d'hygiène des mains et vraiment des poussées très fortes au niveau du contrôle d'hygiène depuis l'année 2005. Donc, concernant l'autre pathogène important, que c'est les entérocoques producteurs des gènes de vancomycine, donc là, nous avons plutôt des nouvelles un peu paradoxales. Donc, vous savez que ces entérocoques, ils peuvent devenir un pathogène important, surtout quand il y a une dysbiose et une altération de la microbiote. Donc, ils sont naturellement déjà résistants à beaucoup d'antibiotiques, surtout par une imperméabilité, ils sont une énorme paroi, et donc altération des PLP. Donc, il y a très peu d'antibiotiques efficaces. Et le problème, il vient surtout dans l'espèce qui est peut-être moins fréquente des côtés pathogènes, mais beaucoup plus important des côtés de résistance, que c'est l'entérocoque faecium, et surtout quand il capte la résistance à la vancomycine. Alors, au cours des dernières années, on avait eu une éclosion pandémique de différents clones de facium à niveau mondial, et on sait qu'une grosse partie de cette résistance à niveau nosocomial était due à l'expansion d'un seul clone, le complexe clonal 17, qui s'associe en plus avec des éléments de virulence et de pathogénicité majeure. Donc, c'est cette clone surtout qui a donné des problèmes à niveau mondial dans les unités de soins intensifs. Et la tendance américaine, donc c'est surtout un problème qui était beaucoup plus important au niveau des États-Unis. Donc, les Américains, ils ont pris un peu des mesures pour contrarrester ça. Et ils ont obtenu au cours des dernières années la diminution importante et significative des VRE à niveau hospitalier comme au niveau communautaire. Par contre, en Europe, ce qu'on observe, c'est une tendance complètement opposée. Donc, les VRE sont en train d'augmenter dans beaucoup de pays, surtout à niveau des pays méditerranéens et à niveau du pays de l'Est. Donc, la prévalence remonte en Europe et se situe actuellement aux environs 16%, 17% au niveau de la moyenne européenne, mais aussi au niveau des pays de notre voisinage, donc la France, Luxembourg et l'Hollande. La Belgique, en fait, on se situe plutôt mieux, donc avec une
une petite poussée de quelques éclosions épidémiques et on se retrouve avec environ 4%, avec une petite tendance à l'augmentation. Donc, je pense que des côtés VRE, il faut qu'on reste vigilant parce qu'on voit apparaître en douceur de plus en plus de ce type de souches et on est en train de reproduire un peu les problèmes qu'avaient les Américains. Alors, le problème des BLSE, c'est un problème qui est émergé au cours des années 80 et 90. Et je vous ai dit surtout par la dispersion de ces enzymes à un niveau plasmidique qui ont été surtout apparus au départ avec certaines espèces comme Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Cloacae ceracea. Donc, vous savez qu'ils sont des pathogènes plutôt nosocomiales. Ils ont donné plutôt des épidémies aux unités de soins intensifs. C'était des épidémies qui étaient liées au manuportage, surtout de ce type de souches par le personnel, et des épidémies qui étaient plutôt confinées à niveau hospitalier, surtout dans les unités de soins intensifs. Il y avait des patients un peu fragiles, des patients qui recevaient des cathétérismes, des traitements avec des antibiotiques à large spectre, un long séjour à niveau hospitalier et des facteurs comme intubation et ventilation mécanique, etc. Mais il n'y avait pas un problème à niveau communautaire. Donc, ça, c'est juste l'exemple. À cette période-là, donc des études comme Yves de Geldre a montré clairement qu'il y avait une explosion des Enterobacter aerogenes. Enterobacter aerogenes, c'était l'espèce qui a donné 50% de la multirésistance aux unités de soins intensifs, avec surtout l'émergence d'un double clone producteur de bêta-lactamase. Une de ces clones a été répandue, ça s'est transmis pas seulement au sein des différentes unités de soins intensifs du pays, des régions, mais aussi international, parce que les mêmes clones, on l'a retrouvé à Luxembourg, en Allemagne, en France, en Espagne, jusqu'au Portugal. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à mettre en place des mesures de contrôle d'hygiène et des mesures d'hygiène hospitalière, des contrôles d'infection. Ces mesures qui ont été surtout basées sur le clivage des patients porteurs des bêta-lactamase spectre élargi, les renforcements des mesures d'hygiène pour éviter ces transmissions croisées, l'utilisation d'antibiotiques différentes, les changements de l'utilisation de céphalosporines, par exemple par la piperacilline tazobactam ou par la carbapenem, qui ont réussi à contrôler ces poussées épidémiques au sein des différents hôpitaux, mais au point de diminuer la prévalence aux soins intensifs de 25 à 30% à moins de 5%. Donc, ça, c'est juste un exemple pour vous dire qu'un de ces pathogènes majeurs des années 90, actuellement, c'est quasi en voie d'extinction. Donc, on voit presque plus l'émergence d'infections à Enterobacter aerogenes. Actuellement, on l'appelle Klebsiella aerogenes, ni cet Enterobacter aerogenes producteur de BLSE. Donc, la prévalence actuelle est inférieure à 2% et même 1%. Il est même sorti des systèmes de surveillance belges. Et paradoxalement, à cette diminution, tout allait bien, ces joies a duré plutôt trop peu. Parce qu'on a commencé à observer au cours des années 2000 l'éclosion, l'émergence des Escherichia coli multirésistants, mais à différence des autres pathogènes producteurs de BLSE, ces Escherichia coli productrices de BLSE multirésistance étaient plutôt d'origine communautaire. Ça, c'est un peu les premiers graphiques de ces découvertes qui étaient réalisées à l'hôpital Erasme entre les années 2000 et l'année 2007. Vous voyez comme associé à la communauté, et c'était vraiment les responsables de cette émergence. Donc, cet Escherichia coli producteur de BLSE ont continué à progresser et donc de façon constante jusqu'à arriver maintenant à une prévalence de quasi 8%, avec une incidence de 4 patients par 1000 admissions. Et ils sont restés plutôt constants, mais avec une toute petite en douceur augmentation. Alors, cette explosion des Escherichia coli productrices de BLSE était surtout due à l'émergence des nouveaux gènes. Un nouveau gène qu'on a appelé CTXM parce qu'on l'a découvert à la M de Munich, et CTX parce qu'à différence des autres BLSE, cette enzyme hydrolysait mieux la céphotaxime et la céphépime par rapport à la céphtacidine, donc on l'a appelé une espèce de céphotaximase. Et en fait, cette enzyme dérive à l'origine dans les chromosomes des bactéries qui sont plus présentes dans les plantes, beaucoup moins présentes dans le microbiote humain, que c'est les différentes espèces de Cluivera.
et qui ont donné, par des éléments de mobilisation, ces gènes à des bactéries comme les coli. Et ces éléments de mobilisation, ils ont joué un double rôle parce qu'ils ont d'abord facilité cette explosion, cette dispersion, mais en même temps, ils ont activé les gènes parce que dans la Kluvera n'est pas une bactérie multirésistante. Donc, ces BLSE ne s'expriment pas. Par contre, ces Escherichia coli, à cause du stress de la bactérie, par exemple la température et cette atmosphère différente, ces gènes s'expriment et deviennent une BLSE. Ces éléments d'insertion, ils ont retrouvé des plasmides qui se retrouvent énormément répandus dans la nature et qui sont associés à la multirésistance, parfois la résistance jusqu'à 12 classes d'antibiotiques, et qui à la fois, ils ont retrouvé certains clones d'Escherichia coli très prédominants associés à la pathologie extra-intestinale, notamment associés à des facteurs de virulence et uropathogènes, ce qui a donné l'explosion des bactéries multirésistantes productrices d'infections urinaires dans la communauté. Alors, ce problème des BLSE, depuis les années 2000, continue à avoir une expansion. Donc, ce sont quelques chiffres qui viennent de 2019 des États-Unis. On estime qu'il y a quasi 200 000 malades par des bactéries multirésistantes aux États-Unis, ce qui coûte environ 9 000 morts et $1 billion en chiffre estimé pour 2017, mais qu'actuellement, cette épidémiologie a complètement changé. Donc, on ne se retrouve plus dans un contexte de pathologie nosocomiale, des patients avec multiples facteurs à risque, mais plutôt on se retrouve avec des infections qui viennent de la communauté. Plus de 50% de ces patients infectés par des BLC n'ont pas eu contact avec des institutions de soins, ni ont reçu au préalable ni ventilation, ni cathétérisme, ni antibiotiques à très large spectre. On sait que c'est plutôt associé à la consommation des fluoroquinolones, au séjour dans cet établissement des soins comme les maisons de repos, mais sont plutôt apparus dans des soins en général et pas seulement des soins hospitaliers. Alors, un élément qui justifie cette éclosion et cette persistance, c'est le fait que ces colis BLSE, actuellement, a capté des éléments de métabolisme qui les permettent de s'insérer dans notre microbiote. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, vous voyez ici comme l'adaptation à la microbiote humaine a progressé au cours des dernières années, donc qui n'est pas exactement répartie de façon équitable aux différents pays, mais vous voyez comme par exemple, c'est un énorme problème dans le sud-est asiatique, où par exemple en Thaïlande, 69% de la population sont porteurs dans sa microbiote des colis multirésistants productifs de BLC, et en Égypte, vous avez 63%, beaucoup moins en France et dans d'autres pays européens qui se situent aux alentours des 6%. Donc, en fait, cette résistance aux antibiotiques devient un élément beaucoup plus inquiétant parce que si la bactérie est adaptée à notre microbiote, l'éradication de ces bactéries va devenir vraiment très difficile. Donc, parallèlement à cette explosion des BLSE, ce que nous avons observé, c'est une surconsommation des carbapenems. Et donc, on a commencé à utiliser plus en plus de carbapenem et on a vu apparaître déjà dans les années 90 les premiers assistants au carbapenem, d'abord par des enzymes qui étaient propres à la bactérie, faisaient partie de son chromosome associé à des mécanismes d'imperméabilité, et plus récemment, l'émergence de nouveaux gènes aussi transmissibles qui sont les carbapenémases, c'est ces tronçonneuses que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors, ce problème des carbapenémases devient effectivement un problème majeur parce que c'est un peu la cerise qui se met dans les gâteaux de ces situations endémiques actuellement des BLSE et qui nous empêche de traiter ces bactéries parce qu'elles sont une des dernières antibiotiques qui nous restent actives. Alors, ces carbapenémases ont été en progression constante et depuis 2015, vous voyez ici, dans beaucoup de pays européens, ils ont commencé d'abord avec des petits cas sporadiques et puis sont devenus à une situation de transmission régionale sous laquelle on se retrouve actuellement dans la Belgique, mais puis dans d'autres pays sont déjà devenus une situation endémique avec la persistance de ce type de bactéries dans la population générale. Donc, ces bactéries sont responsables quand même d'un taux d'infection important. Aux États-Unis, estimé en 2017 de 13 000 infections, avec plus de 1 000 morts. Et bon, même si la progression continue à devenir constante, donc on voit quand même
une certaine tendance, une réaction des autorités sanitaires qui ont permis un petit peu de confiner ou retarder cette explosion. Alors, parmi ces entérobactéries productrices de Carbapenemas, la situation devient particulièrement inquiétante pour la Klebsiella pneumoniae. Donc, Klebsiella pneumoniae, c'est un pathogène important. Donc, c'est actuellement responsable d'environ 8% des septicémies en Belgique. Donc, on estime qu'il y a plus de 90 000 infections avec plus de 100 000 morts chaque année. Et c'est une bactérie qui a une capacité, qui va fonctionner quasi comme une éponge. Il a une capacité incroyable d'absorber des multitudes de plasmides et de gènes de résistance jusqu'à devenir multirésistant. En plus, on sait qu'il y a certains clones de Klebsiella pneumoniae qui sont particulièrement virulentes et épidémiques et qui ont eu la responsabilité de la dispersion de ces Carbapenemas à niveau mondial, comme par exemple le complexe clonal 258. Donc, cette situation est particulièrement inquiétante. Si vous voyez ici les infections sévères invasives à Klebsiella pneumoniae qui sont déjà résistantes aux céphalosporines de troisième génération, vous voyez comme dans multitude de pays de l'Est méditerranéen dépasse déjà les 50%. Et en plus c'est particulièrement important par l'acquisition de ces Carbapenemas qui sont toujours en expansion dans cette espèce bactérienne, donc avec une taux de présence d'environ 10% en Europe. Donc la situation en Belgique est légèrement meilleure. Donc vous voyez ici que nous, on se situe aux environs 10% des souches multirésistantes en Belgique, et avec un taux de Carbapenemas qui est relativement faible parce qu'on se retrouve à peine à 1%, mais il faut tenir compte que ce pourcentage a doublé en à peine 3 ans. Et même si c'est faible, donc la tendance est à doubler de façon très rapide et que nous avons une tendance qui est tout à fait opposée un petit peu à la moyenne européenne que vous voyez ici en noir, les pays de notre voisinage. Donc, ils ont une tendance plutôt à la stabilisation de ces résistances ou à la diminution, tandis que la Belgique continue avec une progression lente, mais quand même constante. Alors, particulièrement important avec cette explosion des Carbapenemas, c'est que, comme vous connaissez les mots de monnaie comme monnaie, donc on dit que la résistance appelle aussi la résistance, c'est ce qu'on appelle le capitalisme génétique. Donc la bactérie résistante, ce n'est pas parce qu'elle est multirésistante qu'il va avoir des difficultés à prendre plus de résistance, mais plutôt le contraire. Il va avoir de plus en plus, c'est un effet boule de neige, de plus en plus la capacité d'avoir de nouveaux gènes de résistance. Donc, en fait, ils vont finir par faire une association de malfaiteurs, au moment des gènes, qui vont finir par produire une résistance à tous les antibiotiques qui sont disponibles. Ici, ça c'est la situation en Belgique, des souches qui sont productrices des Carbapenemas. Donc, vous voyez, comme ces souches, en font des différents gènes de Carbapenemas, n'apparaissent pas de façon isolée, mais qui sont associés souvent à la présence des BLSE ou à la présence de la hyperproduction des céphalosporinas chromosomiques. Donc, en fait, c'est une multirésistance qui appelle la multirésistance. À ça, il faut ajouter un autre élément, que c'est la globalisation. En question de quelques heures, des bactéries résistantes peuvent se déplacer d'un continent à l'autre et transporter cet élément de résistance. Sachez qu'il y a des estimations qui considèrent que pour 2030, il y aura quasi 2 billions de voyages et qu'actuellement, les risques de revenir d'un voyage, surtout dans certaines zones asiatiques, jusqu'à 85% de ces voyageurs revient porteurs de ces bactéries résistantes qui peut rester par ailleurs dans l'intestin jusqu'à au minimum 6 mois avec tous ces risques pour la transmission vis-à-vis d'autres personnes ou vis-à-vis l'environnement dans lequel ils se retrouvent. Donc, nous sommes alors dans une situation, donc la préparation de la résistance n'est pas un élément isolé qui se fait de personne à personne, mais sur lequel il intervient un effet global des contacts des différentes personnes, les eaux usagées, les activités des répandus de résidus, les animaux sauvages, les animaux des fermes. Donc, et à la fin, ce qu'on va se retrouver, ce sont un énorme écosystème qui a capté les antibiotiques, mais qui a capté en même temps ces gènes de résistance et qui va servir comme réservoir pour l'émergence des différents clones épidémiques et ses dispersions. Donc, après cet aperçu de la situation dans les fronts bactériens, où est-ce que nous sommes dans les côtés
d'un autre côté, plutôt dans la production d'antibiotiques et dans les mesures, les contre-mesures. Donc ici, je vous ai condensé un petit peu les différents éléments qui sont actuellement en place comme réaction à ces problèmes de résistance et que j'ai condensé ici dans 6 volets. D'un côté, l'amélioration de la capacité de la détection de résistance et de ces mécanismes moléculaires. On est capable actuellement de détecter beaucoup plus précocement cette résistance. On a des techniques moléculaires qu'on peut installer avec des petits appareils portables dans certaines unités de soins, dans les urgences. On est capable de séquencer les génomes rapidement en quelques heures et on est capable de faire même un diagnostic syndromique avec la détection des germes producteurs de résistance. Néanmoins, il nous manque des actions dans ce sens-là parce que ces techniques ne sont pas encore universalisées et sont à peine disponibles dans quelques hôpitaux universitaires dans lesquels on a plus de ressources parce qu'il reste encore un élément qui sont chers et pas assez universalisés. Alors, il y a eu toute une approche pour considérer la résistance comme une approche globale, ce qu'on appelle une vision One Health, une santé unique. Donc, cette vision globale, il y a logiquement un intérêt parce que vous voyez que ça joue dans tous les écosystèmes. Cette vision globale a été déjà acceptée par la majorité des pays, dans beaucoup de continents, ce qui est quelque chose de positif, puisqu'il nous permet de connaître maintenant quelle est la situation dans différents environnements et avoir cette vision globale. Donc, et cette vision globale nous permet, par exemple, de voir que les mesures qui ont été prises des côtés animal pour la restriction de sa consommation d'antibiotiques ont permis de réduire la vente des antibiotiques dans le côté animal à plus de 45% en Belgique, par exemple, et notamment avec certains antibiotiques de façon significative comme les polymyxines, mais aussi les fluoroquinolones et les céphalosporines de 3e et 4e génération, donc lesquels on a eu une réduction très importante. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc, dans ces surveillances animales, on voit aussi d'autres bonnes nouvelles parce qu'on voit qu'on est en train de shifter ces prévalences des souches multirésistantes que vous voyez ici en rouge par des Escherichia coli multisensibles. Et ça, c'est une tendance qu'on voit dans tous les différents types d'animaux de ferme et de bétail. Donc, concrètement, on voit diminuer de façon très importante la résistance dans les animaux à certains groupes d'antibiotiques, notamment la colistine et le fluoroquinolone, ce qui est aussi une bonne nouvelle. La surveillance dans l'environnement au niveau belge, donc il nous dit que cette résistance n'explose pas dans l'environnement, mais pourtant, regardez ici que dans des études qu'on a faites en 2019, dans les versants des luttes, on voit que 15% de ces Escherichia coli étaient multirésistants et on a trouvé même la résistance à l'ertapenem ou le meropenem. Et donc, on a trouvé des colis producteurs de BLSE dans toutes les zones de baignade de la Lesse, la Semois, la Meuse et à Luxembourg, avec 6% de ces colis multières. Donc, le niveau d'antibiotiques dans l'environnement à niveau belge n'est pas excessivement important. C'est plus lié à des régions comme Bruxelles-Capitale, mais beaucoup moins. Par contre, ce taux d'antibiotiques résiduels dans les composts est encore très alarmant et à un niveau qui pourrait sélectionner certaines résistances, notamment à la cosamine et tétracycline. Donc, un autre élément de la lutte contre ces bactéries, c'était la mise en place des systèmes de contrôle, des systèmes d'hygiène et des groupes de gestion d'antibiothérapie. Donc, ces groupes de gestion d'antibiothérapie, donc, ils ont un peu, ils visent à améliorer les résultats et la sécurité des patients et la bonne usage de ces antibiotiques. Et ils se basent pour moi dans 3 éléments qui sont clés. D'abord, ce que vous connaissez mieux, que c'est les programmes de gestion à niveau hospitalier avec la coopération multidisciplinaire qui vont vous donner la restriction de certains antibiotiques en dernière ligne, mais aussi des indications de comment utiliser les antibiotiques, la bonne dose, les bonnes implications, mais aussi des programmes de formation pour les prescripteurs et consommateurs. Mais il y a aussi un 3e élément que je pense qui n'est pas encore assez exploité, qui sont la production de programmes de recherche qui servent à définir quand il y a une mauvaise prescription et définir la bonne dose, la durée optimale pour chaque type d'infection et surtout comprendre un peu quels sont les moteurs, les pilotes qui incitent aux prescripteurs et aux consommateurs à utiliser autant d'antibiotiques. Alors, cette mesure de contrôle d'hygiène et de contrôle d'antibiothérapie fonctionne. Donc, les données des États-Unis de 2019 vous montrent clairement comme la mise en place de ce type de programme à niveau hospitalier
par exemple avec la restriction, la désinfection des matériels chirurgicaux, cathétérisme, les contrôles de la transmission intra- et extra-hospitalier, l'effet d'aller chercher de façon active ce portage, la restriction d'antibiotiques et même les interventions au niveau des unités des homes et des centres de soins hospitaliers ont permis notamment la diminution de la résistance, donc dans certains éléments qui sont clés, 41% de diminution de VRE, par exemple, et la stabilisation des CPE, avec une diminution quand même de la mortalité globale à 18% par les infections causées par ce type d'organisme. Donc, en réalité, fonctionne. Et il fonctionne et on a de plus en plus de littérature avec des méta-analyses qui vous disent que la mise en place de ce type de programme ont permis l'amélioration de l'utilisation des antibiotiques dans 60%, 68% des centres qui l'ont mis en place. Il permet les changements significatifs de la résistance après la mise en place d'environ 2 ans, déjà avec la diminution d'au moins un germe résistant à un type d'antibiotique. Et là, il faut faire attention parce que l'effet de shifter la consommation d'un type d'antibiotique par un autre, il peut quand même vous stimuler à sélectionner une nouvelle résistance qui peut apparaître, ce qui est vu dans 11% des centres qui ont fait ce type de politique. Mais on voit quand même que ça permet de diminuer aussi la durée de séjour jusqu'à 3 jours avec 21% des patients après l'installation et même la mortalité dans certaines études arrive à diminuer jusqu'à 18%. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'application de ce type de mesures, de GGA, donc de restrictions par la VACOP, etc., en Belgique a permis quand même de diminuer à 33% la consommation des antibiotiques qui sont remboursés à niveau communautaire, mais aussi à diminuer les antibiotiques, mais beaucoup moins, avec beaucoup moins d'impact, les antibiotiques à spectre élargi, autant dans la communauté comme à niveau hospitalier. Alors, ça, c'est une excellente nouvelle, par exemple, en ce qui concerne la diminution de la consommation des fluoroquinolones. Par contre, vous voyez, comme il y a plutôt un shift, parce qu'on diminue la consommation de certains antibiotiques, mais on augmente quand même la consommation des piperacillin tazobactam, des céphalosporines de 3e, 4e génération, et tous les autres antibiotiques qui restent plutôt stables. Alors, un élément, c'est juste pour vous signaler que ces éléments de confinement, de contrôle d'épidémie, ils ne fonctionnent pas seulement à niveau hospitalier, mais vous avez ici l'exemple d'Israël sur lequel ce type de mesures ont été appliquées à niveau national. Et l'application de ce type de mesures de restriction, comme l'isolement du patient, des personnels dédicacés pour les soins aigus, la surveillance active, la standardisation de la détection à niveau national, ont permis quand même de bypasser ces problèmes et de pouvoir arrêter l'explosion des carbapénémas. Dans ces cas-là, c'était la Klebsiella pneumoniae productrice des KPC. Ils ont permis de contrôler cette explosion, pas seulement au niveau individuel d'une institution, mais au niveau national. Donc, ça veut dire que c'est une piste qu'il faut absolument suivre, que c'est la coordination au niveau national pour pouvoir appliquer ce type de mesures de façon beaucoup plus large. Alors, autres éléments sur lesquels on est en train de travailler et que ça c'est fondamental, c'est de dire, OK, on a investi beaucoup dans ce type de situation de contrôle d'hygiène et de contrôle d'infection, mais où est-ce que nous sommes maintenant dans la production d'antibiotiques, de nouveaux antibiotiques? Donc, malheureusement, malgré toute une série de programmes qui étaient installés par l'OMS et l'investissement important qui était fait à niveau de différentes institutions, et notamment l'Union européenne, on voit que la situation de la production de nouveaux antibiotiques ne va pas bien et que la situation ne va pas s'améliorer au cours des années qui viennent. En fait, vous voyez ici qu'il y a actuellement seulement 42 antibiotiques qui sont en cours de développement, à peine 13 antibiotiques en phase 3. Ici, en vert, je vous ai mis le nombre d'antibiotiques qui vont réagir contre justement ces éléments importants des bactéries multirésistantes de type bacille gram négatif, et vous voyez comme le nombre est très faible. À ça, il faut ajouter que seulement, l'expérience vous dit que seulement un antibiotique sur 5 qui sont en phase 3, il va voir la lumière et sera vraiment autorisé par l'FDA. Ça veut dire que
l'arsenal des nouveaux antibiotiques il reste excessivement limité. En fait, les industries se sont surtout focalisées sur les problèmes qui étaient majoritaires aux États-Unis, comme les VRE et les MRSA. Donc, la majorité de ces nouveaux antibiotiques ils vont diriger contre ces MRSA, contre ces VRE, et il y a très peu qui sont dirigés contre les BGN multirésistants. Notamment, on travaille beaucoup sur des nouvelles associations de bêta-lactamine avec des inhibiteurs de bêta-lactamase qui permettraient un petit peu de bypasser cet effet des BLSE et des carbapénémas. Donc, ça, c'est un peu la citation actuelle du pipeline en Belgique. Et vous voyez ici, bon, pour les antibiotiques qui nous restent en Belgique, ça, c'est les différents gènes producteurs de carbapénémas, comme donc la situation, en tout cas in vitro, est assez limitée. Donc, il y a très peu d'options actuellement en Belgique pour couvrir ces germes multirésistants producteurs de carbapénémas. Donc, vous avez d'un côté les méropenem, qui restent actives surtout pour certaines souches qui sont productrices de la carbapénémase OXA48, parce que les CMI à ces carbapénèmes, ils sont encore très faibles. Donc, on peut les utiliser, on peut utiliser les méropenem surtout en association avec des aminoacides comme la mycacine. C'est une option qui peut fonctionner. Vous avez les problèmes de la tigécycline, donc cette tigécycline qui reste encore active contre certains carbapénémas, comme les OXA48 et parfois contre les NDM. Et sachez que les tigécyclines ne sont pas bonnes pour le traitement des infections urinaires compliquées. Donc, ils sont très controversés dans l'utilisation des sepsis, n'ont pas été approuvés par l'FDA parce qu'il y a eu de très mauvais résultats et qu'en plus, ils sont parfois mal tolérés. Donc, ils ont une utilisation vraiment limitée sur lesquelles il y a aussi des résistances qui émergent. La colistine, effectivement, ça reste encore active, ça reste active à tous les niveaux, mais la colistine, vous savez qu'il y a un problème de toxicité importante. Donc, en fait, les nouveaux antibiotiques remis dans les marchés, comme la ceftazidime avec un nouveau inhibiteur, la Vibactam, peut fonctionner et marche très, très bien contre les OXA48 et contre les carbapénémas de type KPC, mais pas tous les OXA fonctionnent parce que les Acinetobacter, parfois, ils ont des OXA qui ne répondent pas à la ceftavibactam. Et en plus, d'autres carbapénémas qui contiennent du métal, on les appelle métallobectalactamase, comme la NDM et les VIM, ils sont tout à fait résistants à l'effet de cet inhibiteur. Donc, qu'est-ce qui nous reste alors qui va sortir dans les marchés un peu comme un arsenal thérapeutique? Donc, dans les marchés, il y a très peu de médicaments qui vont sortir. Je vous ai dit déjà, donc une combinaison comme les céftolozane tazobactam qui est déjà assez avancée. En fait, les céftolozane, c'est une ceftazidime qui fonctionne, et c'est une espèce de super ceftazidime qui va pouvoir résister les céphalopholinases chromosomiques et qu'il y a un bon effet anti-pseudomonas, notamment pseudomonas multirésistants, résistants à la ceftazidime, pipertazobactam et méropenem. On aura des nouveaux carbapénèmes qui se mettent dans les marchés, comme le sulopénème, mais qui en réalité sont des carbapénèmes avec une posologie péros. Des points de vue de l'efficacité de la molécule, on ne va pas obtenir grand-chose, parce qu'en plus, il n'est pas bon pour les pseudomonas. Par contre, il va pouvoir permettre de traiter à domicile avec des traitements de longue durée, par exemple des prothèses infectées, des infections d'endocardite ou des infections des tractus urinaires par ces bactéries multirésistantes. Des nouveaux inhibiteurs comme les varibactams se mettent dans les marchés, combinés avec l'action du méropenem. Alors, ils ont les mêmes problèmes que la Vibactam, c'est-à-dire ne sont pas efficaces contre tous les carbapénémas, notamment ils sont inactifs contre les métallobétalactamases, et ni sont en plus actifs contre les OXA48. Donc, en plus, on peut dire que quand la majorité des PIO multirésistants devient résistant au carbapénème par un phénomène d'imperméabilité, ces molécules, malheureusement, il ne va pas apporter grand-chose. Beaucoup plus intéressant, c'est le céphidérocol. C'est une céphalopholinase qui a une stratégie de cheval de Troie. Il est associé à des sidérophores, donc la bactérie, il se trompe, il va penser que c'est un élément de nutriments comme le fer, il va l'introduire à l'intérieur, ce qui permet de bypasser déjà beaucoup de phénomènes d'imperméabilité. Il est très efficace contre les bacilles gram-négatifs multirésistants, notamment aussi contre les non-fermentants multirésistants. Je pense à la Stenotrophomonas, à la Burkholderia, aux Acinetobacter, qui parfois peut donner de gros problèmes de résistance.
il peut couvrir aussi les BLSE et les carbapénémases. Donc, il y a aussi des nouveaux aminosides qui se mettent dans le marché. Donc, une nouvelle superamicacine, que c'est la plasomycine, qui va être active encore contre les choses qui sont résistantes à l'amicacine. Et donc, il y aura un effet aussi anti-BLSE et anti-carbapénémase résistant quand ils sont encore sensibles aux aminosides. Et puis, finalement, il y a un énorme investissement pour les nouvelles cyclines, sont des dérivés de la tigecycline, en fait, mais qui en réalité, ils ont exactement le même problème que la tigecycline, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune activité anti-pseudomonas, ils ne vont pas fonctionner contre les infections urinaires, ils vont être aussi mal tolérés des côtés intestinaux. Donc, alors, étant donné ces pénuries, donc d'autres stratégies se mettent en place. Donc, j'avance. Donc, vous avez entendu parler de la phagothérapie. Les phages, ils ont un avantage parce qu'ils sont bien sélectifs parfois contre une seule type de bactérie, une seule espèce, qui va permettre de protéger les microbiotes intestinaux contre ces bactéries résistantes. On utilise surtout des phages lytiques. Ce sont les phages qui, quand ils vont sortir de la bactérie, ils vont la faire exploser et qui vont augmenter en plus l'effet à niveau local. La phagothérapie, c'est rien de nouveau. Vous savez déjà qu'elle a été utilisée depuis une centaine d'années. Donc, mais son intérêt refait surface. Un des problèmes avec la phagothérapie, c'est qu'on ne connaît pas trop bien ce qu'on est en train de faire. Donc, il y a des administrations topiques, administration arrivée, administration pérose, différents types de formulations. De mon point de vue, ce qui devient beaucoup plus intéressant, c'est l'utilisation des cocktails qui contiennent plusieurs types de phages et surtout, plus récemment, l'utilisation des phages encapsulés en nanoparticules, notamment des liposomes, qui permettent de résister plus le système immune, donc de pouvoir pénétrer à niveau de la cellule et pouvoir résister à l'inactivation à niveau des systèmes intestinaux. Donc, ils ont utilisé surtout actuellement de temps en temps pour des bactéries multirésistantes, en tout cas dans les contextes de santé que les utilisent parfois aussi dans un contexte de biofilms, de prothèses infectées, mais les données, les réponses ne sont pas bonnes, c'est plus ou moins 50% d'efficacité par toute une série probablement des contraintes que vous voyez ici, qu'on utilise parfois des phages trop ciblées et qu'on ne sait pas trop bien quelle est la mécanique, la pharmacocinétique dynamique de ce type de thérapie. Donc, je termine maintenant avec d'autres stratégies qui sont en place actuellement. Donc, par exemple, la modulation du microbiote intestinal. Vous connaissez ça qui a été mis en place surtout pour combattre les infections au niveau entérique, comme l'éclosion difficile. Donc, des côtés d'éradication et traitement d'infection, les données ne sont pas précisément positives. Donc, les meilleurs obstacles à ça, c'est la bonne sélection des donneurs et la standardisation de la méthode, savoir quelle est la bonne voie d'administration et la masse de sels à transplanter. Actuellement, il y a à l'étude l'utilisation des sels congelés ou encapsulés et même des préparations commerciales qui pourraient aider dans ce sens-là. Et de nouvelles pistes dans les modulations des microbiotes se mettent en place, par exemple l'utilisation des substances qui absorbent les antibiotiques résiduels qui restent dans les tubes intestinales, donc ils vont avoir moins d'effet sur ces microbiotes, ou l'utilisation des bêta-lactamases pour casser et hydrolyser ces antibiotiques résiduels et essayer d'avoir moins d'effets délétères sur la microbiote. Donc, même si la thérapie immune fonctionne relativement bien pour les patients en cours, à niveau des infections, ne marche pas excessivement bien. Donc, l'intérêt de façon curative est plutôt faible. Par contre, il y a tout un intérêt qui se développe comme traitement préventif aux post-exposition des maladies qui ont un mécanisme toxique. Donc, il y a trois niveaux antigènes qui ciblent certaines toxines qui sont déjà dans les marchés américains et qui vont diriger contre la toxine de Bacillus anthracis, la toxine de Clostridium difficile, de nouveau qui se développent contre la cigatoxine pour être utile dans le syndrome hémolytique urémique, et ils sont en cours de développement, autres qui vont diriger contre les toxines de staphylocoque doré et facteurs de virulence des pseudomonas. Donc, les vaccins ont été évoqués aussi comme une solution pour ces multirésistances, mais vous savez tous que la production de vaccins dans les pipelines est complexe. Ça requiert beaucoup d'investissement. C'est un investissement qui est long, mais on voit qu'il y a un effet direct. Par exemple, la universalisation de la vaccin anti-pneumocoque a permis, en ciblant déjà des clones
multirésistants ont permis la récupération de la sensibilité dans cette espèce. Mais il y a aussi un effet indirect parce que les vaccins antigrippaux, ils vont diminuer les infections secondaires à staphylocoque doré, donc par conséquent MRSA, et le traitement des animaux qui produisent des produits alimentaires, le GMO avec ces vaccins, il va diminuer aussi ces options des germes multirésistants. Donc, stimuler la vaccination, c'est un élément aussi important. Actuellement, il y a des vaccins qui sont en cours de développement pour le streptocoque, les clostridium difficile. Je les ai vus aussi en développement pour les bactéries multirésistantes de côté urinaire et plusieurs qui sont déjà en phase 3 contre la tuberculose afin d'éviter la transmission orale. Donc, je termine pour vous dire que malgré tous ces progrès, donc en fait, l'Union européenne a tiré les oreilles à tous les États membres avec une audit qui a été réalisée en 2019 pour la Cour des comptes européens, sur lesquels ils ont vu que oui, d'accord, à niveau des concepts One Health, tous les pays ils se sont adhérés, donc ça a facilité la communication entre différents pays, mais qu'il n'y a pas eu clairement des effets qu'on puisse démontrer de l'avantage de travailler avec ces concepts. En plus, on a vu des progrès dans la santé animale avec la diminution de production d'antibiotiques, diminution de résistance, mais il y a encore des écarts qui sont trop importants entre différents pays. La consommation reste encore excessivement élevée. Et puis finalement, que tous ces fonds d'investissement qui étaient faits pour stimuler l'industrie à développer de nouvelles molécules, en fait, il y a eu des retards, donc peut-être aussi à cause de la COVID, et qu'en plus, il n'y a pas eu vraiment d'initiatives concrètes qui va pallier le manque d'incentives économiques pour promouvoir la découverte de nouveaux antibiotiques. Donc, en conclusion, est-ce que nous sommes en guerre avec les microbes ou c'est plutôt une autre question? Donc, la résistance, c'est en réalité un phénomène évolutif. Hein, donc, nous avons un problème surtout qui se focalise sur la résistance acquise. Et si on revient au dictionnaire, acquérir quelque chose, c'est prendre, donc c'est prendre, et l'action d'aller prendre, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Donc en réalité, nous ne sommes pas face à une guerre contre ces micro-organismes, mais nous sommes plutôt face à un apprentissage. Et ça, ces concepts, je pense que c'est vraiment important parce que si on garde ces concepts bellicistes de guerre contre un micro-organisme, ce qu'on va focaliser, c'est surtout à la recherche de nouvelles armes contre ces micro-organismes, quand en réalité, ce que nous avons besoin, c'est de nouvelles connaissances et on a besoin surtout de rééduquer, mais rééduquer les prescripteurs, rééduquer les consommateurs et aussi essayer de rééduquer ces bactéries face à ce mauvais apprentissage. Et voilà, je pense que je me suis excédé en quelques minutes, donc si j'ai rattrapé mon temps, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis maintenant à votre écoute. Bien, merci beaucoup pour cette large conférence, je dirais, qui dépasse la problématique individuelle et qui, comme tu l'as bien montré, est une véritable problématique véritablement sociétale. Alors, questions, commentaires, Jean? Oui, c'est vraiment un superbe exposé et en même temps extrêmement large et qui sort, comme tu l'as dit, Élie, du cadre simplement de la résistance. Moi, je suis un peu instinctivement, pour lutter contre des bactéries résistantes, on aurait envie d'utiliser toutes les armes, de faire des combinaisons, d'utiliser les armes de dernier cri en se disant, mais comme ça, on va tuer cette bactérie, on n'entendra plus parler, elle disparaîtra. Or, manifestement, ce n'est pas ça qu'il faut faire parce que ça va stimuler, au contraire, de l'autre côté, l'acquisition et la propagation de ces résistances. Donc, c'est un peu contre-intuitif. Il faut vraiment utiliser clairement les derniers antibiotiques les plus puissants, mais le moins possible, avec le plus de parcimonie. Je crois que c'est ça le message qui oui, ne passe pas encore beaucoup dans les hôpitaux. Tu peux peut-être enlever ton partage d'écran, Hector? Un petit seconde. OK. Oui, en effet, donc je suis tout à fait d'accord. Hein. Donc, il y a beaucoup de mythes concernant la résistance. Donc, actuellement, on sait que ces combinaisons d'antibiotiques parfois n'apportent rien. Donc, les traitements de longue durée non plus. Et, par contre, il faut revoir les doses parce que parfois, on était un peu homéopathique dans certaines doses. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important. Mais ces concepts, d'essayer de pousser le maximum possible, parfois, est plutôt contraire à ce qu'on cherche de trouver parce qu'on va stimuler de plus en plus la réponse SOS de la bactérie et va stimuler plutôt de plus en plus l'acquisition de ce type de gènes.
Non, pour des maladies virales, je pense notamment au VIH, on a pris l'option d'associer des antiviraux pour justement diminuer le risque de résistance. Est-ce que ce concept-là peut être généralisé ou utilisé en termes de lutte contre les bactéries? Mais il faut voir que les virus ne fonctionnent pas exactement comme une bactérie. Donc, le virus fonctionne plus à niveau des mutations. Donc, et donc, il y a des sous-populations qui se retrouvent déjà avec différents types de mutations. Donc, les mécanismes d'acquisition de la résistance des virus n'est pas tout à fait extrapolable à ce qu'on vient de voir maintenant à niveau bactérien, hein. Donc, peut-être ils ont besoin de stratégies tout à fait différentes d'abordage. Donc, et ça, je pense que ce sont des éléments qu'il faut justement aller étudier plus en profondeur quand je parle des programmes de recherche pour voir exactement quelles sont les meilleures stratégies en fonction des types d'organismes ou des types de résistance. Il y a un commentaire de Laurent Blairon. Il y a plus de 20 ans, l'Europe a interdit l'usage de l'avoparcine, un glycopeptide, comme facteur de croissance en médecine vétérinaire. Actuellement, une recrudescence due à un changement dans le traitement des Clostridium difficile avec plus d'utilisation de sirop de vancomycine qu'avant. C'est la question. En fait, avec l'avoparcine, des côtés États-Unis et Europe, il y a eu une situation qui est un peu tout à fait paradoxale. C'est-à-dire, en Europe, on a utilisé énormément d'avoparcine pour la volaille, ce qui a stimulé dans l'écosystème l'émergence de beaucoup de gènes de résistance dans les entérocoques à la vancomycine. Donc, on a une énorme, si vous voulez, poche, un énorme réservoir d'entérocoques dans la nature qui sont résistants aux gènes des glycopeptides. À différence des États-Unis. Dans les États-Unis, il n'y a pas eu cette dispersion d'avoparcine. Donc, en principe, dans la nature, il y a très peu de réservoirs d'entérocoques résistants à la vancomycine. Par contre, aux États-Unis, ils ont eu beaucoup de problèmes avec les Clostridium difficiles. Donc, ce qui fait qu'ils ont, et avec les MRSA, ce qui fait qu'ils ont utilisé énormément dans les hôpitaux des glycopeptides. Alors, même si dans la nature, il y a eu très peu de sélection des réservoirs des VRE, dans l'hôpital, on a arrosé les patients avec des glycopeptides. Donc, il a suffi que certains clones ils sont rentrés comme pathogènes nosocomiales pour pouvoir trouver un environnement excellent pour disperser. Par contre, en Europe, on a un énorme réservoir d'entérocoques dans la nature qui contient les gènes, mais comme on a très peu utilisé les glycopeptides dans les hôpitaux, donc on a été moins confronté à des problèmes épidémiques avec des VRE. Donc, il y a tout cet effet, effectivement, entre l'utilisation à niveau hospitalier et l'utilisation à niveau de l'environnement. Donc, maintenant, on se retrouve en Europe plutôt avec une émergence de ce type de clones parce qu'on utilise aussi des glycopeptides, mais qui sont des clones épidémiques aussi qui vont apparaître de façon spontanée à différents niveaux. Il y a Sophie Blumenthal là, qui voulait poser une question. Sophie? Oui, on t'écoute. Allô, allô? Je pense que ton micro n'est pas activé, Sophie? Non. Peut-être pendant qu'elle essaie de résoudre le problème technique, il y a une question. Oui. Ben oui. Voilà. Ah voilà, problème technique résolu. Merci beaucoup Hector pour ce magnifique séminaire, toujours très clair. Je voulais simplement te demander dans quel cas tu te méfierais d'une résistance inductible pour un BGM qui est déjà porteur d'une bêta-lactamase de haut niveau. Est-ce que parce qu'on disait toujours ça pour les entérobactères cloaqués, donc qui ne sont pas encore porteurs de SBL, mais dont on sait que tu peux avoir une résistance inductible. Est-ce que tu trouves que ce concept peut s'appliquer encore dans d'autres cas, ou si c'est toujours un concept où on peut se fier simplement à la CMI donnée par le laboratoire et appliquer le traitement en question? Donc, effectivement, Sophie, avec l'acquisition des gènes de résistance, il y a un autre phénomène que c'est la sélection.
Alors, on peut induire, et ça arrive surtout pour les bactéries qui sont inductibles, mais qui n'ont pas exprimé ces résistances, parce que si on prend un entérobactère sauvage, vous le prenez comme il est dans la nature, il est sensible in vitro à la céphaloxine. Mais le problème, c'est que si vous traitez avec la céphaloxine, vous allez induire son gène chromosomique et en quelques jours, vous aurez un entérobactère résistant aux céphalosporines jusqu'à 3e génération. Alors, quand les germes sont aussi producteurs de BLSE, vous trouvez avec un équilibre entre la production d'un type d'enzyme et la production d'un autre type d'enzyme. Donc, l'effet d'induction existe effectivement, même dans les germes qui contiennent la BLSE, et c'est surtout un effet de sélection. Donc, on peut sélectionner ce type de souche sur base de ce niveau d'antibiotiques. Autrement dit, si vous traitez une infection urinaire ou un entérobactère avec une super dose d'une céphalosporine de 3e génération, un entérobactère qui est sauvage, si vous allez donner un traitement court d'environ 5 jours, probablement vous n'aurez pas le temps d'induire et vous allez l'éradiquer. Par contre, si vous visez traiter un abcès abdominal où la pénétration de la céphalosporine se fait de façon plutôt homéopathique et vous devez traiter ça pendant plusieurs semaines, là, c'est sûr qu'initialement, à niveau des CMI, les souches qui sont sensibles vont mourir, mais les petites souches qui sont déjà avec des CMI plus élevés, donc la valeur des CMI se trouve dans la fenêtre de sélection des mutantes, ils vont progressivement en monter. Donc, initialement, vous êtes content parce que votre patient a chuté la fièvre, vous voyez qu'il y a une amélioration, mais au cours de quelques jours, ou même une semaine, ce que vous allez avoir, c'est un reflambé des bactéries. Et à ce moment-là, vous avez passé d'une population initiale qui est sensible, multisensible plutôt, avec quelques rares bactéries qui ont déjà des CMI élevés, à vous avez sélectionné une population où vous avez une population multirésistante à haut niveau. Nous, on connaît ce concept très bien pour les entérobactères, mais est-ce que par exemple pour les Klebsiella ou les coli, tu penses qu'on peut avoir… C'est plus pour les traitements longue durée avec des sites voilà. Klebsiella et E. coli ne fonctionnent pas comme ça. Normalement pas, oui, voilà, c'est ça, on est d'accord. Klebsiella et E. coli ne fonctionnent pas sous forme d'une induction, mais logiquement, donner des antibiotiques à faible dose, il va stimuler ces réponses bactériennes, SOS, donc ces réponses de sélection des mutants. Et ce que vous pouvez obtenir, c'est sélectionner les souches qui sont déjà plus élevées et vous allez sélectionner l'émergence d'autres types de mécanismes, par exemple l'imperméabilité, parce que la bactérie va essayer de trouver un schéma pour pouvoir compenser ces pressions antibiotiques sur lesquelles se trouve. Mais ils ne fonctionnent pas sur ces phénomènes. C'est pas la même chose, oui. Voilà, mais ils fonctionnent sur les phénomènes de la sélection. Hein. Donc ça, c'est clair. Oui, mais ça, on l'a toujours. Oui, c'est ça. Ça, on l'a toujours pour les sites profonds. Mais... Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait une question de Daniel Guinoer sur est-ce qu'il y a un rôle potentiel des animaux domestiques, les millions de chats, de chiens, de lapins avec qui on est en contact étroit? Donc, c'est une bonne question. Donc, des études ont prouvé qu'effectivement, quand vous êtes dans un contexte communautaire, où on est porteur d'une bactérie multirésistante dans l'intestin, donc plusieurs études ont montré que papa, maman, les enfants et les chats ou les chiens sont aussi porteurs de ces bactéries multirésistantes. Et ils contiennent parfois les mêmes gènes. Donc, on peut parler de CTXM15, par exemple. Tout contient les mêmes gènes. Par contre, les bactéries porteuses sont différentes. C'est-à-dire, ce n'est pas les mêmes Escherichia coli du chien qui va infecter l'humain en général, mais c'est les mêmes gènes qui vont passer par un plasmide à l'Escherichia coli plus adapté à l'humain. Et c'est plutôt dans ce sens qui fonctionne. Donc, effectivement, il y a une transmission, mais il y a une transmission pas nécessairement de la même bactérie. On a vu ça dans la même bactérie plutôt dans les MRSA ou dans d'autres types de bactéries. Mais en général, pour les gram négatifs, c'est plutôt les gènes ou les plasmides qui passent pour des bactéries qui sont mieux adaptées avec son hôte. OK. Sophie, tu voulais encore intervenir ou bien c'est la même main qui a oublié de se baisser? Non, vous m'entendez? Oui. Oui. Non, c'était Hector, j'ai encore une question, c'est tellement intéressant. Mais... Est-ce que tu peux juste commenter sur dans quel cas est-ce qu'on a vraiment une preuve d'efficacité améliorée avec une combinaison d'antibiotiques dans les BGN porteurs de bêta-lactame? Oui, je sais, c'est une question, c'est tout un débat. C'est pour ça que j'ai un peu lu là-dessus. C'est un débat, mais je pense que le consensus, c'est plus dans le contexte des carbapénémates.
ou lesquels on peut utiliser encore les carbapénènes quand la CMI est faible, mais sur lesquels on conseille d'associer une autre antibiotique qui soit active. La question, c'est question beaucoup plus pour les pseudomonas, que c'était un des grands classiques des traitements combinés, et sur lesquels actuellement il n'y a pas vraiment de preuves vraiment qu'un traitement combiné puisse apporter un bénéfice, plutôt une augmentation des effets secondaires. Mais donc, probablement, ça reste plus restreint dans les contextes des carbapénémas. Mais pour les carbapénémas, tu valides quand même que l'adjonction d'un aminoglycoside, en tout cas pour les sepsis, parce que c'était ça qu'il disait, a quand même un intérêt d'après les dernières. Bon, à niveau de mes connaissances, c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'avais lu aussi, mais voilà. C'est celui-là qui fonctionne mieux, donc c'est au moins combiné 2 ou 3 antibiotiques. Ok. Un tout grand merci. Bien, mais merci beaucoup. Ça a suscité quand même pas mal de réflexions qui vont aller au-delà d'ailleurs de cette heure et demie de séminaire. Merci beaucoup. Et voilà, bonne idée d'avoir invité Hector, hein, Jean. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et merci à vous pour l'invitation et au plaisir de vous retrouver. Donc, voilà. au revoir. Au revoir.